Je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours été intrigué par les écoles d'ingénieurs en cybersécurité. Jusqu'ici, j'ai pas vraiment eu la chance d'en intégrer une. J'ai arrêté l'école avant le bac, et quand j'ai repris 7 ans plus tard, aucune école près de chez moi n'avait de cursus cyber sérieux. Mais il paraît que ça a un peu changé ces dernières années. Il y a des légendes qui parlent d'écoles où chacun aurait sa chance, où la motivation et la passion sont les principaux critères de recrutement. Et vous le savez bien, toutes les arnaques commencent par de belles promesses. Alors on va aller vérifier ça, ensemble, de nos propres yeux. En route pour l'ESNA de Bretagne. Ok, bon, on est arrivé à l'ESNA ce matin et là je suis avec le copain Nubosaurus en premier plan juste là et Morpheus qui se trouve juste derrière, directeur de l'ESNA. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Merci de nous accueillir ici. Et donc je crois qu'on est parti pour un petit tour, une petite visite du propriétaire. On va faire une petite visite du proprio avec le proprio du coup. C'est ça. Qui va nous montrer un peu le bâtiment, les lieux, nous faire le tour, histoire qu'on voit un petit peu comment ça se passe chez toi. Tout est en place, le soleil est là. On va attaquer, là on a un petit peu de soleil, on en profite pour faire le tour dehors et puis on va aller vous montrer le bâtiment. La première impression est plutôt bonne. Morpheus, le directeur, est accessible et nous a réservé l'après-midi entier pour une visite alors qu'il doit déjà être bien occupé sur une journée porte ouverte comme celle-ci. Premier arrêt, le hall d'entrée, avec quelques réalisations assez impressionnantes. Mais depuis notre arrivée, on voit écrit de partout UIMM, UIMM. C'est quoi cette Je vais Ah, arnaque? faire la distinction entre pôle formation UMM et ESNA, même si l'ESNA c'est l'école du pôle formation UMM. L'ESNA s'occupe du côté numérique, alors que tout ce qui va être pôle formation UMM, donc UMM c'est Union des industries des métiers de la métallurgie, c'est tout ce qui va concerner l'industrie. L'origine c'est vraiment travailler le métal, quoi. La chaudronnerie, la soudure, et puis après tout ce qui va se passer en industrie, alors que l'ESNA, on va arriver sur le volet numérique, donc s'il y a la robotique ou s'il va y avoir du système Indus, c'est parce qu'il y a des commandes numériques à un moment donné, quoi. Donc pareil pour la cyber, à l'origine c'était juste un constat à se dire les industries elles se font attaquer et puis avec des protocoles qui sont assez anciens, on va devoir faire quelque chose dans les années à venir. Donc c'était histoire de prendre un peu d'avance et on s'est aperçu que vu que les cyberattaques ont explosé, on n'a pas tant d'avance que ça, voire même on a un peu de retard. Et donc les ingés qui sortent aujourd'hui vont en industrie ou autre. Mais le constat il est là, quoi. Les industries elles se font continuellement attaquées, mais comme toutes les entreprises aujourd'hui. Il y a un lien entre l'IUMM côté plus mécanique, industrie en fait, et l'ESNA. Est-ce que pour le travail sur l'IoT, ce genre de choses, est-ce qu'il y a un lien entre les deux sections, entre guillemets? Alors oui, à l'origine, donc il y a eu vraiment la robotique qui a commencé un petit peu avant, et la cyber qui est venue. On a vu comment on pouvait travailler ensemble, on a trouvé des synergies. Par exemple, sortir un SOC propre à l'industrie qu'on a. Donc on a une industrie 4.0 avec des chaînes Indus qui sont en dessous. Et le but du jeu, c'est de sortir un SOC dédié à ça. Et puis pareil, sur des pentests Indus, on a des valises qui simulent des chaînes industrielles. Et donc là, faire des pentests sur de la simulation qui ont été faits pour les roboticiens ou pour les Indus, où on sait que c'est les vrais protocoles qui sont dedans, c'est les vrais switches, il y a du matériel qui est hybride, donc on peut plugger dessus, etc. Et faire du pentest là-dessus, c'est exactement comme si on faisait du... Oui, d'accord. Tu es déjà en fait dans le professionnel, dans le côté pratique du boulot derrière, pas juste de l'IoT, j'allais dire basique, mais tu mets les mains dans le cambouis tout de suite et tu vois comment ça se passe plus tard. Voilà, et puis c'est vraiment le but, c'est dire, il y a la théorie, il y a la pratique, on doit absolument passer à la pratique et dire, le pentest, il y a le pentest qu'on connaît sur les SI, qu'on connaît tous. Maintenant, c'est bien de passer sur des pentests IoT et puis voire même des pentests Indus qui sont beaucoup plus compliqués à avoir, parce que s'il y a une chaîne qui se coupe, on voit toutes les conséquences. Oui, les conséquences économiques. Donc là, le fait de pouvoir faire ça, c'est vraiment une chance d'avoir ce matériel-là et de pouvoir le faire. Du coup, est-ce que tu pourrais nous montrer un petit peu le côté robotique ou ce genre de choses? Les salles, le boulot? Eh ben c'est parti, on change de bâtiment là. Avant de découvrir la partie cyber, on va aller faire un petit détour par la partie robotique pour voir exactement comment nos talents de cybersécurité pourraient s'appliquer. Sur le chemin, on teste l'humour de notre hôte avec une blague de qualité. Filme les pieds et les culs là. Non mais aujourd'hui c'est boulot, c'est pas plaisir. Ouais, je suis curieux de voir ça, moi j'aime bien les grosses machines. C'est vrai? Ah ouais, j'adore. Là tu vas te servir. On arrive enfin dans une immense salle pleine de machines et de robots. Intriguant.
En discutant un peu, on se rend vite compte que cette salle est particulière et ça nous permet de gratter quelques informations sur la philosophie de l'école. On a une salle qui est ouverte, qui est en mode coworking. Quand on peut faire des projets ou voire même donner des cours dans cette salle-là, c'est juste le top. La frontière entre celui qui enseigne et celui qui apprend, elle est un peu changée. On arrive en mode projet à dire bah, écoute, si tu as un point où toi tu es plus fort, bah, tu prends la place de l'enseignant et le sachant n'est plus toujours l'enseignant. On va avoir un expert en, je sais pas quoi, en IoT, un expert en radiofréquence, etc. Bon, hop, lui il arrive et puis il va apprendre aux autres. Et là, mode projet, c'est pour ça que le projet, j'y reviendrai après, mais c'est pour ça que le projet il est super important, c'est qu'on va prendre des compétences à gauche, à droite, qu'on va échanger, et là on s'aperçoit que le produit final, Oui. il est juste extraordinaire, alors qu'au début ça paraissait impossible. Donc cette salle-là, alors ça c'est plus les roboticiens qui l'utilisent. D'accord. Nous on utilise plutôt le coworking qui est là-bas. Ça représente une section de combien de personnes à peu près, les roboticiens? Alors là, ils sont 24 par promo sur 3 ans, donc ils ont 3 fois 24. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait énormément en robotique, énormément de formation continue. Donc les entreprises viennent pour se faire former ici. Okay. En même temps, du coup, que les apprentis que vous avez... Ça peut arriver. D'accord. Ça peut arriver. C'est sympa, ça fait un échange complètement différent avec le monde professionnel. Hein, exactement. Comment ça va se passer? Ils vont avoir un projet à faire sur plusieurs années? Alors, on ne fonctionne pas exactement pareil. En robotique, c'est des petits projets. D'accord. Qui vont grandir au fur et à mesure. En cyber, on commence directement, dès la première semaine, par un projet qui est énorme. Ah ouais. Qui va durer 2 ans tout de suite. Exactement. Et ils se connaissent à peine, c'est la première semaine. Alors, il y a un séminaire où on va voir qu'en fait, finalement, ils se connaissent plutôt bien, plutôt voire très très bien. Et donc, ils choisissent par affinité avec qui ils vont travailler pendant 2 ans. Et le projet, il est spécialement dur. Les premiers réflexes, ils sont curieux, ils sont tout excités en se disant le projet il est fou, si on y arrive, etc. Et après la deuxième phase, c'est mais finalement il est quasiment impossible ce projet. Et donc là, bon, ils vont commencer à creuser et puis à force de travailler, ils vont se dire bon, on va réduire, on va faire comme ci, on va faire comme ça, on doit répondre au cahier des charges. Et puis on met surtout un vrai client en face, donc ils peuvent plus se débiner en disant non, finalement je vais pas le faire. Ah oui, ça reste un projet pro. Du coup. Ça reste un projet pro avec des gros budgets. Les plus petits budgets, on est sur 10 000 euros. Et les plus gros projets, on est à 300, 400 000 euros. Ah oui, c'est du gros budget. Et du coup, il y a une petite pression quand même. Alors. Il y a une petite pression, on ne peut pas dire au dernier moment, non, finalement, c'est bon. Du coup, ces budgets, ils vont être récupérés, ça fait partie du projet, j'imagine, d'aller chercher de l'argent auprès des sociétés, des entreprises extérieures, ou comment ça se passe? Alors en fait, ce qu'on fait, c'est que c'est le client qui va payer le matériel du projet. Il n'y a pas de bénéfice pour l'école, c'est tout simplement un projet, une idée qu'on va réaliser, que les apprentis vont réaliser pour le compte d'une entreprise. Et l'entreprise, elle est contente. Alors ça prend un peu plus longtemps que de passer par un autre prestataire. Il y a un côté apprentissage où en fait il y a le droit à l'erreur, il y a une petite recherche et développement, une petite partie R&D qui peut être un petit peu plus longue aussi, en disant bah oui, on vient d'arriver, alors là, on ne sait pas si c'est ce matériel-là ou celui-là. Bon, bah, si on peut, si c'est possible, alors on achète les deux, et puis vous testez les deux, etc. Une chose importante que tu as dit aussi, c'est que c'est un rapport avec un client industriel, ou un client en tout cas professionnel, et du coup, je ne dirais pas ma source, mais j'ai un apprenti de chez toi d'ailleurs qui m'a dit que ce qui était très intéressant pour le projet, c'était que c'était pas un projet qui était fait par exemple sur 2 ans, et puis une fois que c'était fait, hop, c'était balourdé à la poubelle, c'était jeté. Non, c'était un vrai projet pro en fait qui pouvait peut-être même servir par la suite, et qu'il y avait une sensation d'être utile dans son projet. Il saura qui c'est. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant en fait, parce que quand tu présentes ça à des futurs apprenants en leur disant le projet que tu vas présenter dans 2 ans, dans 3 ans, etc., il va servir peut-être éventuellement pour toi, pour quelqu'un d'autre, c'est assez différent de ce qu'on entend d'habitude. Et puis j'irais même plus loin, pour éviter d'arrêter l'innovation et de brider les cerveaux comme on a l'habitude de faire. Parfois il n'y a pas de client en face. Et on dit voilà, vous allez définir un budget qui va être entre 10 000 et 500 000, c'est vous qui allez définir.
Et puis on va partir sur l'idée que vous avez, vous définissez ce dont vous avez besoin, comment vous voyez le projet final, et on va y aller. Et vous allez voir que les clients vont se raccrocher au projet automatiquement en disant mais ce que vous avez fait c'est top. Et c'est exactement ce qu'on a fait sur 2-3 projets où en fait on n'a pas de clients, mais quand on le présente aux entreprises, elles disent non mais c'est génial, c'est exactement ça qu'on veut. Ouais, donc tu as un esprit en plus de créer quelque chose d'utile, mais d'aller le marketer, en fait, de le rendre achetable, etc. C'est ça, en disant bah, si vous le voulez, nous on l'a en format POC, Proof of Concept, mais si vous le voulez en version finale, alors il suffit d'acheter le matériel que vous voulez, donc on s'adapte à vous, mais en tout cas le POC il est fonctionnel, alors, il est beaucoup moins cher, beaucoup moins efficace, c'est pas les mêmes capteurs, c'est pas ceci, cela, mais il fonctionne. Donc le POC, il est fonctionnel. Si on doit passer à grande échelle sur du matériel qui coûte 10 fois plus cher, 20 fois plus cher, on sait faire. Mais on n'a pas freiné, on n'a pas bridé le cerveau. Ça c'est bon ça. C'est aux consignes, chef. Ouais, vraiment sympa l'histoire des projets. Avant de passer à la cyber pure et dure, on s'arrête quelques instants dans le Fab Lab. Imprimante 3D, découpeuse laser, tout ce qu'il faut pour expérimenter comme on le souhaite. Bon, ça suffit maintenant, on veut de la cyber et de la vraie. En route vers le premier étage. Mais avant de monter, petite pause café et l'occasion de découvrir la cafette. C'est là où on se retrouve sur les pauses. C'est vraiment dédié aux apprentis. Ils ont à l'intérieur ou à l'extérieur. On a aussi des tables à l'extérieur. Voilà. Ouais, une terrasse, on va aller vérifier. Bienvenue, les poubelles de l'Estin. Allez, trêve de blabla, on grimpe à l'étage pour rencontrer les étudiants, les assos et les ateliers spécialement préparés pour cette journée. Premier arrêt, le bureau des le bureau des étudiants. Alors moi je suis du coup critique, étudiant en deuxième année et aussi président du BDE de l'ESNA. On gère la vie des étudiants au sein de l'école, on organise des événements, des partenariats, le week-end de cohésion notamment qu'on en parlait. Donc c'est toute la vie, voilà, la vie interne à l'école, en dehors des cours. Par exemple la raclette de Noël qu'on fait... Ah oui, bah ça c'est... c'est non, si on fait la raclette de Noël, c'est une tradition vraiment qu'on a accompagnée d'un Secret Santa, histoire de tous se retrouver en fin d'année. On a des événements comme Question pour un cyber, des soirées sécu avec des thèmes libres, donc quelqu'un qui vient faire une petite présentation. Ah, vous faites des rumps Des petites rumps, des soirées où on se casse la tête sur une box ou des choses comme ça. Donc vraiment, ouais, de la cohésion entre élèves et du partage, quoi. On va peut-être pas parler du séminaire de l'année prochaine. Si. Oui, bah c'est le week-end du coup de cohésion et donc c'est quelque chose aussi qui est organisé par le BDE. D'accord. Donc on doit trouver tout ce qui est l'endroit, savoir si on a un toit ou pas, si on va avoir chaud ou pas. Parce que moi j'ai eu des retours en fait des apprentis et eux m'ont dit que c'était vraiment un truc super. Ce côté cohésion et ça te permet du coup de rencontrer ceux qui vont bosser avec toi pendant des années. Ah mais c'est quelque chose, moi quand je suis sorti de ça, vraiment la première année quand je suis arrivé, c'était le gros avantage, c'est qu'au final, le lundi d'après, je connaissais quasiment tout le monde. Et directement, en fait, ça brise la glace. D'accord. Et ça permet de diviser un petit peu les petits groupes, par exemple ceux qui viennent du même IUT, etc. Tout le monde se mélange et du coup, bah ouais. Juste sur le week-end d'intégration prochain, est-ce qu'il y a un toit ou pas? Il y aura un toit. C'est noté, c'est noté. Je croise les doigts derrière. Mais logiquement, il y aura un toit. On travaille pour, en tout cas. Ok. Allez, on va laisser Critique tranquille. A priori, il a besoin de temps pour organiser sa propre disparition. Quelques mètres plus loin, nous arrivons dans une salle pour le moins inquiétante. 2 personnes dégageant une forte odeur d'essence nous accueillent. Lorsque nous leur demandons de présenter ce qu'ils font, tous se figent, la lumière se coupe. Putain, ils ont disparu. Il ne reste plus que Alice. Alice? Vraiment? Mais ça veut dire que Bob et Eve ne sont pas loin? Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Ok, reprenons. Pound & Piston, c'est une assoce étudiante rennaise qui essaie de promouvoir la cyber dans le monde de l'automobile. Je pense que vous en êtes tous plus ou moins conscients, mais les voitures d'aujourd'hui sont bardées d'électronique, de capteurs et autres systèmes. Et là, je parle pas juste des voitures comme des Tesla et leur conduite autonome, non, là je parle vraiment de toutes les voitures récentes. A votre avis, quels seraient les effets si un hacker arrivait à s'introduire sur le réseau interne de la voiture, ou s'il arrivait à prendre le contrôle de l'ordinateur de bord? Les conséquences seraient forcément désastreuses, et vous imaginez bien que dans un monde propriétaire comme celui de l'automobile, la pratique de la sécurité et du pentest est un petit peu plus compliquée que dans l'IT classique. Alice, je te laisse nous expliquer la suite. Aujourd'hui, on compte à peu près 70 adhérents, on commence à monter vers les 80. On veut vraiment mener des projets
qui vont être en lien avec la cybersécurité automobile. Sensibiliser aussi, c'est très important. On en entend parler dans les actualités, mais c'est pas mis en avant dans le monde de la cybersécurité. On vise à organiser des événements. D'ailleurs, on prépare notre premier événement qui aura lieu le 8 juillet 2023, qui va s'appeler le Karaking Festival. Cet événement, il va vraiment comprendre des conférences, des ateliers, et notamment un CTF, du coup centré sur le Karaking, qui sera organisé par les étudiants de l'ESNA. Ça reste dans un objectif de pentest entre guillemets traditionnel. Est-ce que c'est pas aussi difficile que faire du pentest de box par exemple? Enfin de box, je parle de live box, de trucs comme ça. Personnellement, je pense que c'est plus difficile dans le Karaking. Il y a déjà des notions de matériel. On peut avoir des véhicules en matériel. C'est déjà compliqué de les avoir, tout simplement des prêts. De mon avis, en tout cas, faire du pentest sur une voiture, ça a plus de conséquences qu'il peut avoir sur les vies humaines que tout simplement du pentest de box, de site web, peu importe. C'est plus difficile en tout cas à encadrer pour que tout reste vraiment dans la légalité. Les adhérents de l'association, comment est-ce qu'ils vont pratiquer ce Karaking au sein de l'association? Donc aujourd'hui, d'ailleurs c'est la question qu'on réfléchit le plus. Comment on va faire pour arriver à les faire participer au mieux, que ce soit avec du matériel, c'est envisagé. Il faut du prêt de matériel, toujours des accords de constructeurs. On ne peut pas faire un workshop sur un matériel sans avoir eu l'accord du constructeur au préalable. Donc voilà, en fait c'est toujours très compliqué. Le but c'est vraiment de les faire travailler à la fois sur du matériel, à la fois sur du logique. On a déjà eu une conférence qui a été faite par un membre de l'association, du bureau, qui a été sur le Buscan en l'occurrence, où il y avait un simulateur de Buscan. Et aussi on a eu une intervention d'une entreprise, Kereval, qui a monté une maquette en fait déjà en physique avec un tableau de bord de voiture reconstitué. Donc ça existe, on essaye de faire ce qu'on peut pour promouvoir ça. Si ça vous intéresse, bien sûr, les liens de la sauce sont en description. Allez, maintenant, direction la salle de crise où se déroulent les exercices de réponse à incident. D'un côté, on a la Red Team cachée derrière une glace sans teint sur notre gauche qui devra simuler une attaque, et de l'autre côté, bien sûr, la Blue Team qui essaiera de se défendre. Tout ce scénario se déroulera sur une infrastructure virtuelle qui essaiera d'imiter au mieux une infra réelle. Ici, on appelle ça une Cyber Range. Ce que vous voyez ici, c'est l'interface vCenter. Cette CyberRange permet de faire de la virtualisation de topologie. C'est des événements qui vont être organisés assez souvent, une fois par an, une fois tous les 2 ans. Comment ça se passe ce genre de choses? Alors, depuis septembre, j'ai pu faire 2 exercices de gestion de crise, un pour Apixit et un pour Orange. Le but, c'est que sur cette topologie-là, on simule un réseau d'hôpital où on retrouve toute la DSI, par exemple un DNS, un serveur de base de données, un serveur DHCP, un ELK, un GLPI pour faire du ticketing, des choses comme ça. Et est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a 4 écrans là? Le mur d'image est utilisé pour, par exemple, l'ELK. Lorsque la Red Team décide d'attaquer la Blue Team, tout ce qui est log, rapport de brute force, il y a des graphes qu'on peut afficher sur les 4 écrans et du coup ça permet en temps réel de voir si le réseau est attaqué. En général, à moins qu'il n'y ait pas de règle du tout, une équipe Blue Team, là, ça va être combien de personnes à peu près? Alors idéalement, l'exercice se fait à 20 personnes. Ah ouais. Donc on a 6 personnes en Technical Blue Team, 6 personnes en Management Blue Team. Il y a aussi la White Cell. C'est tout ce qui va être journalisme, l'ANSI, l'ARS, des choses comme ça, qui vont mettre la pression sur l'équipe technique et management pour les mettre en conditions réelles. Et c'est le management qui va faire le lien entre la Blue Team technique et la White Box? C'est ça. Alors, on met en place des téléphones. Donc, chaque personne a son propre téléphone. Ils établissent leur propre annuaire. Et ensuite, dès que, par exemple, la Technical Blue Team a besoin d'appeler le DSI, qui est présent en White Cell, et ben, ils ont cet annuaire pour pouvoir les appeler. D'accord, ok. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, nous, un storyboard qu'on suit à la lettre. L'animation va avoir le storyboard et va savoir à la minute près quelle entité va faire quoi, à quel moment. Et on va même plus loin, on va savoir la réaction attendue. Donc, je dis n'importe quoi, la Red Team va lancer un scan sur tel IP. Ce qu'on attend nous en retour, donc ce sera marqué dans le storyboard, on attend que la détection soit faite et qu'il y ait des règles qui soient mises en conséquence dans le firewall ou autre, quoi. Donc le storyboard, il va très très loin et on anticipe dans le storyboard aussi quand est-ce que la Blue Team va passer en crise. On veut qu'il passe le jeudi à midi, et ben on va faire en sorte que ça parte. D'accord. Et du coup, c'est des exercices qui vont durer combien de temps, ça? Alors minimum, c'est ce qu'on dit, hein, c'est
3 jours d'attaque, voilà, minimum. Et on va jusqu'à 5 jours d'attaque. Sachant que pour les Cyber 3, donc c'est l'exercice final, là on est sur un mois complet. Entre la préparation, on a un exercice qui est plus court, qui dure 2-3 jours, qu'on appelle un mini-ex. Après, on va se mettre dans l'ambiance, donc c'est un pré-exercice. Et enfin, on va pouvoir lancer les hostilités. Et là, ça dure 5 jours. Et après, il y a la remédiation. Et puis, on peut même jouer la Purple Team, hein, donc entre rouge et bleu. Donc, c'est les rouges qui viennent aider les bleus pour dire, voilà, là, vous avez oublié de faire ça, là, vous n'avez pas vu, vous devriez faire comme ça, etc. etc. Histoire de remonter un SI qui va être sain et qui va surtout être costaud, quoi. Et ouais, je suis étonné par la longueur, en fait, tu vois. 5 jours, c'est quand même un sacré exercice, quoi. Les mecs, à la fin, ils doivent être rincés, quoi. Ah, mais ils sont rincés. 5 jours d'attaque. Si on faisait 2 jours, on n'a pas le temps de rentrer dans l'exercice. Donc, en fait, on sait que ça vient de commencer, le temps de découvrir, on sait que ça va bientôt s'arrêter. On se dit, allez, dans 4 heures, c'est fini. Bon, je rentre pas dedans. Là, on sait que ça dure 5 jours, on est obligé de rentrer dans le scénario. Et là, je ne veux pas dire que on devient la DSI de l'hôpital, mais pas loin, quoi. On vit hôpital, on ressent tout, quoi. On dit, on sait qu'on a des attaques, on sait que derrière, il y a des patients, on ne veut pas qu'ils meurent. On sait que le métier principal de l'hôpital, c'est de guérir des gens. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour cette mission, quoi. Et tu as une partie R&D Ah ouais, oui. C'est la partie la plus sympa, c'est la construction du scénario et de la topologie. Quand on construit le scénario, l'idée, généralement, en un quart d'heure, c'est fait. D'accord. C'est-à-dire qu'on a une idée, ok, on va jouer un hôpital, on va jouer une centrale nucléaire, on va jouer ceci. Ça, en un quart d'heure, c'est fait, on sait à peu près ce qui va se passer. C'est le plus facile. Après, la topologie, c'est beaucoup plus dur. Comment on va faire les réseaux, les sous-réseaux, etc., les partenaires, les prestataires. Et là, le mieux, c'est de se déplacer directement. Là, pour l'hôpital, on s'était déplacé à l'hôpital de Lorient. On a travaillé avec eux, on a compris les faits redoutés. On a dit, ok, s'il se passe ça, alors vous réagissez comme ça. Donc, on rentre vraiment dans le personnage. Et là, par contre, pour monter un exercice, ouais, il faut 1 an. Ouais. Ah ouais, ok. Wow, impressionnant. Allez, on est reparti. Cette fois, on revient au rez-de-chaussée pour parler d'un sujet qui fascine, l'OSINT. Après tout, qui ne rêve pas de maîtriser les sources d'informations publiques pour connaître sa cible dans les moindres détails sans faire le moindre bruit. On nous apprend que des cours d'OSINT ont été ajoutés au cursus sur demande des élèves, mais que certains ont poussé cet art bien plus loin que prévu. Et pourquoi l'OSINT est intéressante en cyber ? L'OSINT, du coup, ça veut dire Open Source Intelligence. Donc, en français, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un renseignement d'origine source ouverte. Donc, en quoi ça consiste? On utilise tout ce qui est site internet tout à fait public, que tout le monde peut trouver. Et en fait, on essaye, d'après ces sites, à trouver des informations, des renseignements utiles pour nous. En cybersécurité, il y a une phase de reconnaissance, par exemple en Red Team ou autre, où en fait, on cherche des informations sur une cible, une victime. Et du coup, en fait, l'OSINT nous permet d'avoir des informations sur la personne. Dans l'OSINT, il y a plusieurs sous-catégories, donc le SOCMINT, le GeoINT, l'OSINT un peu de manière générale aussi. On en a bien d'autres, mais qui sont plus techniques et un peu trop pointus quand même. SOCMINT, qu'est-ce que c'est? C'est Social Media Intelligence, c'est juste se baser sur les réseaux sociaux. Pourquoi on utilise les réseaux sociaux? En fait, on veut trouver des informations personnelles telles que des adresses mail, des téléphones. On peut essayer de trouver des pseudos pour aller sur d'autres réseaux sociaux. Et on peut aussi avoir le quotidien d'une personne. Par exemple, quelqu'un qui prend les photos tous les jours de son café du matin avant d'aller au boulot pour ensuite aller au boulot, à midi prendre une photo de son repas et autres. On va pouvoir avoir son quotidien, des renseignements en fait aussi un peu au niveau géographique pour savoir où il est et son comportement aussi. On arrive à comprendre comment il agit, comment il est. On a le GeoINT, donc c'est Geospatial Intelligence. Par exemple, grâce au SOCMINT, on trouve une photo de vacances ou, par exemple, comme je disais, du café. On essaie de trouver où il est précisément au niveau géographique. Donc, typiquement, voilà, on va se prendre des petits détails pour trouver le lieu précisément. Donc là, typiquement, c'est un cas concret où quelqu'un m'a envoyé cette photo. J'ai essayé de trouver où c'était et je lui ai envoyé les coordonnées GPS. Du coup, après, de manière l'OSINT en général, on peut aussi faire des recherches sur des informations sur des entreprises, donc comme avoir le numéro de SIRET, SIREN, le capital fiscal ou autre. Avoir ça quand on fait de la Red Team ou autre, avant du coup de faire l'audit, et une phase de reconnaissance importante. Ok, tout compris. Un peu effrayant quand même l'OSINT comme domaine.
On remonte les escaliers, direction le bureau de l'ESNAC, une association bien connue qui va nous être présentée par son président en personne. Donc elle a été fondée à peu près en même temps que la première promotion était en première année à l'ESNA. L'idée c'était de faire une association qui puisse promouvoir la cybersécurité en dehors des cours dispensés par l'école, que ce soit les élèves de l'école ou des gens de l'extérieur qui seraient intéressés par découvrir la cybersécurité. On organise des conférences le soir dont on peut voir un extrait sur l'écran. En dehors des conférences qu'on va organiser le soir, comme ça on organise des événements qui vont durer des journées entières, comme le Stack Overflow qui est peut-être l'événement phare de l'ESNAC. Ça se passe en été et l'idée c'est de rassembler les gens autour d'un barbecue avec des conférences en parallèle, toujours dans l'idée de rassembler les gens autour de sujets cyber. Tu as parlé en fait de l'esprit du hacking qu'il pouvait y avoir dans les années 90, 2000, etc. Ça c'est dans l'esprit qui avait été insufflé à l'ESNAC lors de sa création. L'idée c'est vraiment de capturer et de reproduire l'esprit hacker qu'il pouvait y avoir dans les années 90-2000, un peu underground, qu'on voit de moins en moins de nos jours. Voilà, faire des événements centrés sur la technique, faire des événements centrés sur les choses qui ne sont pas forcément utiles mais drôles, retourner à l'esprit hacker de base qui est... Ouais, le hack dans le sens hack... Oui, voilà, la curiosité. Ok, je vois. Ouais, par exemple, faire une rump sur un livre audio ou des trucs comme ça. Ok. Donc au minimum, on organise un événement par mois actuellement, donc type conférence ou autre le soir. Les gros événements, actuellement, on a 2 événements phares par an. Des événements qui vont durer toute une journée ou toute une soirée, mais avec des conférenciers qu'on va inviter de l'extérieur. Et donc en tant que membre adhérent, on peut s'y inscrire tout de suite. Pour entrer dans le bureau, c'est bien de connaître un peu le bureau pour s'intégrer dedans. Mais c'est pareil, c'est fermé à personne et je dirais même qu'on recherche des gens pour entrer dans le bureau. Donc. Comme d'habitude, les liens sont en description, n'hésitez pas à aller voir. On continue notre visite, mais cette fois-ci, on tombe sur un atelier un peu particulier. C'est parti pour un super tuto en 2 minutes chrono. Bon, qu'est-ce que c'est que ça, Nubosaurus? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors oui, du coup, c'est un petit atelier concernant le lockpicking, donc le crochetage en français. Bon, alors déjà, tout ça, c'est du lockpicking. Alors, ouais, c'est une petite introduction. C'est ça, donc on a des outils un peu principaux et on a des artilleries un peu différents. Donc là, on a un cylindre qui n'est pas européen. D'accord. Là, on a un qui est vraiment européen, donc qui est typique de ce qu'on a. Et là, donc on a plutôt le cadenas. Donc la forme change, la forme qui change c'est le stator, mais le rotor avec les goupilles c'est la même. D'accord, alors tout à l'heure tu m'as expliqué que le stator c'était la partie, stator comme statique, c'était la partie qui ne va pas bouger. C'est ça. D'accord, ok. Et la partie mobile? Alors la partie mobile, donc c'est la partie où on va imaginer qu'on rentre notre clé et qu'on forme notre rotation, par exemple dans le sens d'une aiguille d'une montre, comme pour l'ouverture normale. C'est ça qui bouge. Ok, et ça s'appelle comment? Le rotor. Le rotor, ok. Ouais. Rotor, stator. Ouais, c'est ça, c'est assez simple. Facile. Ok. Et ces petits puits là qu'on voit à l'intérieur, comment ça s'appelle? Comment ça fonctionne? Alors du grosso coup, modo, quoi. Grosso modo, ce sont des puits qui vont accueillir des goupilles. Ces goupilles sont composées de 2 parties. On a les goupilles actives qui sont vers le haut et les goupilles passives vers le bas et qui sont complétées d'un ressort. Okay. Ces goupilles-là, lorsqu'elles vont être actionnées au bon emplacement, vont former une ligne de césure qui va former une ligne de vide en fait, qui va se situer juste ici et qui va permettre au rotor d'effectuer de pivoter complètement, ouais c'est ça, et de s'ouvrir. Donc là je vais vous montrer brièvement. En vrai, comment ça s'appelle ça? Alors ça s'appelle un tenseur, pardon. Un tenseur. Ouais, c'est ça, un gros ce qui va appliquer la tension sur la serrure. C'est ça, en fait on va vraiment essayer de reproduire ce mouvement de tension. D'accord, et là, ce que tu as introduit dans la serrure? Alors là du coup c'est un crochet. Donc ce crochet il est plutôt simple, donc c'est un pic simple. Okay. Mais du coup, on peut avoir des outils qui peuvent être un peu différents. Il y en a qui sont un peu compliqués, un peu Par plus exemple, complexes. celui-là, ouais. Alors en artillerie fine, on n'utilise pas ce terme, mais on va parler de brute force, où on va en fait essayer par plusieurs combinaisons qui peuvent être un peu génériques et par plusieurs axes différents d'ouvrir sans aller essayer de toucher chacune des goupilles. Donc nous, ce qu'on va faire dans le lockpicking, c'est qu'on va essayer d'actionner chacune de ces goupilles de façon à représenter par exemple la clé. Donc on va pouvoir prendre celle-ci. Donc on remarque par exemple que cette clé elle a une forme qui est plutôt variante. Il y a des endroits où on peut imaginer du coup quand on va la mettre là, qu'il va y avoir une pression qui va être un peu différente. D'accord, en fonction des goupilles en fait, ce ne sera pas au même endroit. C'est ça, ce ne sera pas au même endroit. Donc la ligne de césure ne sera pas au même endroit. D'accord. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer, on va essayer avec la dextérité et avec l'apprentissage du temps de repérer quelle et quelle goupille va avoir une sensation de cliquetis, de cliquement en fait. On va sentir une sorte de petite force. Et là, à un moment,
On peut presque l'entendre en fait, même quand tu bosses. Alors, on peut presque l'entendre. Après, ça dépend vraiment des systèmes. Là, bien sûr, ça va mettre longtemps, mais ok. C'est pas grave. Donc là, du coup, on est sur une ouverture qui est relativement simple, puisque nous sommes sur un modèle d'exposition. Mais la réalité est que ça demande quand même pas mal de temps et ça demande vraiment une expertise spéciale. Ça demande vraiment de savoir reconnaître ce petit mouvement, enfin ce petit cliquetis. Et aussi, on peut aussi ressentir une pression qui est différente en fait lorsque la goupille est active, enfin lorsque la goupille est enfoncée, pardon, on peut ressentir une pression qui est différente et du coup on peut jouer sur ces deux niveaux. Et du coup, ça, ce principe de lockpicking, le crochetage, ça va servir en fait en hacking, par exemple sur de la red team ou ce genre de choses quoi. Alors complètement, ça peut servir des tests d'intrusion, donc il y a des boîtes qui forment en fait leurs employés avec des formations professionnelles qui existent, donc il y a des professionnels qui viennent avec du matériel et qui vous apprennent concrètement comment ça se passe. Et c'est super intéressant parce que je trouve que ça regroupe une partie cool de la cyber, c'est qu'en fait on exploite une faille. Ici on voit qu'on a nos puits de goupilles, donc on a nos goupilles comme je l'ai dit qui viennent s'insérer à l'intérieur. Ce puits théoriquement devrait être aligné, donc là on le voit plutôt droit parce qu'on le voit à l'œil nu, on le voit comme ça. Mais la réalité c'est qu'en artillerie fine ce n'est pas possible, surtout à la chaîne des productions à la chaîne, ce n'est pas possible d'avoir un axe qui est parfaitement droit. Et du coup ce qui va se passer c'est que lorsqu'on va appliquer l'entorse rotative au rotor, eh ben, on pourrait théoriquement, avec la dextérité, l'apprentissage et le temps, trouver quelle goupille va rentrer en friction en première parce que ce ne sera pas droit en fait. Donc il y aura forcément une goupille. Une vulne en fait. C'est ça, en fait, nous exploitons une vulne, c'est le fait que ce ne soit pas droit. Et c'est vraiment l'exploitation de vulnérabilité et c'est vraiment ce que je trouve sympa. Si on compare tout ce qui est côté hacking, etc., c'est qu'on exploite aussi une vulne comme on exploiterait une vulnérabilité pour passer route sur un système. Ah bah merci. Bah merci ça donne envie. Je vais rentrer et puis je vais aller me commander un kit en fait. Hein. Ça donne super envie. Et bah écoute, pas de soucis. Merci à toi. Bah merci aussi. Ah, génial. Je sais pas vous, mais quand un passionné ou une passionnée me parle de son sujet, je pourrais l'écouter pendant des heures. Ceci dit, la journée était bien avancée et on avait encore pas mal de questions, notamment pour les élèves en fin de parcours. Ça tombe bien, on a un candidat idéal pour ça. Alors moi du coup je m'appelle Pierre, donc mon pseudo c'est Worty. Je suis étudiant en dernière année à l'ESNA, donc bac plus 5 et du coup diplômé à la fin de l'année. Normalement. Normalement, si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Normalement. Je suis en alternance du coup à Synactive, à Rennes, dans le pôle développement. Petite entreprise. Voilà, c'est ça. Moi, mes spécialités, si on peut appeler ça comme ça, c'est plutôt tout ce qui est web, donc tout ce qui va toucher à l'attaque de sites web qui soit fait en PHP, Node, Perl, langage obscur. Synactive de base, c'était du reverse. Rapidement, le pentest est venu compléter. Ensuite, ils ont ouvert du coup une branche de dev, que ce soit du dev pour des clients ou du dev pour l'interne pour les équipes de Red Team. Maintenant, il y a un autre pôle qui a été ouvert, qui est le pôle réponse à incidents. Comme il porte bien son nom, permet de répondre à des incidents. Toi, en tant qu'apprenti, en tant qu'élève, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'ESNA? Parce qu'en fait, nous, quand on est venu ici, c'était surtout pour capter un petit peu l'esprit, tu vois, comment dire ici, le goût en fait de l'ESNA. Qu'est-ce que toi, tu pourras en dire en fait vu de l'intérieur? C'est une école qui est particulièrement, je dirais, spéciale parce qu'on n'a pas l'impression, enfin quand on est ensemble, on n'a pas l'impression d'être des promos différentes. Dans le sens où moi je vais avoir le même type de conversation que ce soit avec un de mes camarades de promo qu'avec quelqu'un qui est en première année. Dans l'école ça permet aussi l'échange au final puisque moi je peux apporter des connaissances en web mais quelqu'un peut m'apporter par exemple des connaissances que ce soit en SDR, en drone, etc. donc divers sujets. La cohésion elle est assez importante dans l'école et elle est faite en fait parce qu'on n'est pas forcément beaucoup par promo non plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas à connaître 80 personnes parce que ce sera impossible. Et puis la liberté aussi qu'on a, c'est-à-dire qu'on peut venir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à l'école si on veut. Bon, évidemment, on ne le fait pas parce que sinon, il faut dormir un peu quand même. Mais on a une grande... En fait, les directeurs nous accordent une grande confiance qui est quand même assez cool parce que on peut venir à 21h le soir et il n'y a personne et ils ont confiance en nous pour pas qu'on fasse le bazar... détériorer le matériel, etc. Donc c'est vraiment super cool. Et puis avec tous les petits projets internes qu'on a, donc typiquement des fois après les cours, on a des présentations. La dernière en date, c'était du reverse par exemple. On a eu aussi des présentations du coup sur... moi j'ai fait une présentation du coup sur les attaques web où je prends de mon temps perso pour présenter à des camarades de classe des choses qui ne sont pas forcément très techniques mais qui leur permettent de comprendre en fait au final. Et c'est vraiment l'entraide et la cohésion dans l'école qui est vraiment super cool. Et en fait, il y a pas mal de personnes qui restent après les cours
ils prennent pas leur voiture pour rentrer chez eux, puis basta. Ce qu'on, je pense, enfin que moi en tout cas personnellement, j'ai pas vu dans les écoles que j'ai pu faire avant, quoi. En termes de projet, tu as fait ici avec d'autres personnes de l'ESNA des projets hors cadre scolaire complet, mais qui sont nés à l'ESNA, entre guillemets là. Alors, on en a fait à moitié un, c'est le Héros CTF, puisque dans l'organisation du Héros CTF, du coup, on est 2, voire à peu près 3 de l'ESNA à être dans l'organisation. Donc au début, c'était un projet qui était monté à l'UT de Vannes, là où j'étais avant, et en fait, au fur et à mesure des personnes qui faisaient partie du projet initial, on a pu ramener des personnes de nos écoles respectives dans le projet, donc c'est un projet qui grandit et qui marche bien. Sinon, on a un autre projet, moi j'en ai un avec quelqu'un de l'école, qui consiste à développer un outil pour une attaque web en particulier, mais du coup ça se sera release un peu plus tard, donc voilà. Et non, mais après moi personnellement, j'ai pas forcément beaucoup de projets, mais je sais qu'il y en a qui par exemple se sont montés une petite association OSINT ou des choses comme ça, et du coup ça permet derrière, enfin une association, un groupe où ils font de l'OSINT, et ça permet derrière de partager des connaissances, etc. Ok. Et le lien, alors tu parlais du lien avec les autres élèves, des autres promos plutôt. Ouais. Comment ça se fait ça? Vous avez quelque chose comme de l'intégration qui est prévu? Il y a des parrains? Tu as ce genre de système? Ouais, il y a exactement ce genre de système qui est du coup géré par le bureau des étudiants. Donc d'une part, on a, comme sûrement tu as dû en parler Guillaume, le week-end de cohésion qui permet de se retrouver pendant un week-end au début de l'année, donc là où on ne se connaît pas forcément pour échanger, etc., avec des activités et autres. Et effectivement, on a ce système de parrain-filleul qui est mis en place par le BDE, donc qui permet d'avoir une ou deux personnes du coup entre guillemets sous notre tutelle et de pouvoir les rencontrer et avoir un rapport un peu plus particulier avec elles, puisque forcément voilà, il y a une relation parrain-filleul qui permet du coup aux parrains de faire découvrir l'école et les autres personnes de l'école, et derrière il y a un échange aussi, puisque le filleul lui il est dans sa promo, et quand ça se passe bien entre le parrain et le filleul, généralement le filleul va faire découvrir aussi les autres élèves de sa promo à son parrain, et en fait au final on se retrouve tous, et puis voilà, quoi. Une journée de cours en fait à l'ESNA, ça s'organise comment, du point de vue de l'apprenant en fait, à quelle heure je viens le matin, à quelle heure je finis le soir, la masse de travail qui est demandée, qu'est-ce que je dois faire sur mon temps libre, est-ce qu'il faut que je sois une brute de CTF avant d'arriver, enfin, bon, tout le monde est différent, mais toi tu le vois comment ça? Alors, pour être franc, ça va dépendre des années. Typiquement pour moi, l'année la plus dense, bon j'ai pas fini la 3e du coup, mais c'était le début de la 2e année qui était un peu plus dense. Et ça va dépendre de plusieurs facteurs. Il y a celui-là. Le deuxième, c'est si la semaine elle est en distanciel ou en présentiel. Puisque si elle est en distanciel, on peut potentiellement ne pas assister au cours si on le souhaite, parce qu'il va être enregistré, même si c'est toujours mieux d'y assister puisqu'on peut directement interagir avec le professeur. Et une semaine en présentiel où là, du coup, comme tu parlais d'horaire obligatoire, donc les journées, c'est généralement 8h30, 17h30. Où là, et là ça va encore dépendre d'un autre facteur, c'est est-ce que c'est le CNAM qui donne les cours ou est-ce que c'est un intervenant qui vient pour nous donner cours sur un sujet spécifique. Typiquement, si c'est le CNAM qui nous donne cours, on va avoir un peu plus de battement entre les cours. Typiquement, on va avoir un cours de 8h30 à 11h, 11h30, puis on va avoir la pause pour manger jusqu'à peu près 13h30, reprendre à 14h et finir vers 17h. Alors que si c'est un intervenant qui vient pour donner un cours spécifique, on va vraiment avoir cours de 8h30 à midi et demi, et de 13h30, 45 jusqu'à 17h30 au final. Après, au niveau de la charge de travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est assez en autonomie, donc à part s'il y a un TP noté évidemment, mais si la personne se sent à l'aise dans la matière et pense ne pas avoir à potentiellement plus pousser le sujet, elle peut ne pas le faire. Après, c'est pas forcément recommandé si c'est un sujet qu'on maîtrise pas. Mais moi, au niveau de la charge de travail, si je peux comparer avec mes anciennes études, du coup, à l'IUT de Vannes, c'est un peu plus light. Parce qu'à l'IUT de Vannes, c'était un cadre universitaire où on était vraiment encadré avec, entre guillemets, des devoirs à faire et à rendre aux professeurs. Alors que là, ça va être, on va devoir rendre 1 ou 2 TP sur les X qu'on peut avoir. Donc au niveau de la charge de travail, ça laisse un peu la place pour tout ce qui est projet perso et monter en compétences externes à l'école, etc. Ouais, ça dépend ce que tu en fais, quoi. C'est vraiment à ta charge aussi de faire en sorte que la formation soit... C'est ça, après tu peux très bien regarder Netflix 4 heures le soir si tu veux. Ouais. En fait, la formation, là, du coup, c'est un outil, quoi. C'est ça, moi la formation, je considère la formation elle nous donne des billes pour commencer dans des sujets, donc que ce soit reverse Android, forensique, etc. Mais ça va pas être un apport complet. Derrière, faut se documenter, faut s'exercer, etc. Donc après, charge à l'élève de travailler sur son temps perso et si ça lui dit, etc. D'accord.
Et la partie CTF qui était dans la question, alors il y a besoin d'avoir des bases de CTF, d'avoir 4000 points sur RootMe avant de postuler ou... Alors pas forcément, parce que ce qu'on regarde à l'école aussi, ce qui compte c'est la motivation, parce que typiquement la personne peut avoir 3-4 000 points sur RootMe comme tu viens de le dire, sauf que avoir 3-4 000 points sur RootMe avec toutes les solutions qui existent maintenant sur internet, c'est pas forcément très... Mais si on imagine une plateforme où on peut pas trouver les solutions sur internet, c'est un plus. Forcément, moi quand je fais, parce que ça m'arrive de participer au jury du coup, quand je vois ça sur un CV, je me dis c'est toujours un plus parce que ça prouve réellement la motivation de la personne. Mais si le mec il arrive, qui fait de la veille, qui se documente et qu'il commence, en fait ça va pas être éliminatoire non plus qu'il ait jamais touché à RootMe, etc. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi cette école me paraît particulièrement intéressante. Le fait d'être ouvert à des profils atypiques, le côté humain, sans filtre, passionné, clairement ça fait plaisir à voir. On aurait pu en rester là et partir, mais vous nous connaissez un petit peu, quand on a un sujet intéressant, on aime creuser. Cette vidéo va s'arrêter là, mais si vous en voulez encore, allez voir la seconde partie, qui se trouve par ici. C'est une interview d'1 heure de Morpheus, le directeur que vous avez déjà vu, sur un tas de sujets. En attendant, je vous laisse sur ces images qui résument bien notre expédition. Merci à toi Esnat Bretagne, on espère te revoir bientôt. Ciao.